Suite à la guerre en Ukraine, le paysage géopolitique en Europe a radicalement changé. Des pays comme la Suède et la Finlande ont mis fin à leur neutralité, qui durait parfois depuis des siècles, et ont voté pour rejoindre l'OTAN. La Finlande est maintenant officiellement membre et la Suède le sera probablement aussi dans un avenir proche. Le cercle des pays neutres en Europe s'amenuise donc de plus en plus. Mais au cœur de l'Europe, presque entièrement entouré de pays de l'OTAN, se trouve un pays qui déclare jusqu'à présent sa neutralité officielle. Et ce, bien qu'il soit par ailleurs représenté dans presque toutes les institutions occidentales et qu'il entretienne des partenariats étroits avec les pays occidentaux. Il s'agit de l'Autriche qui, avec la Suisse, apparaît comme une tache blanche sur les cartes des alliances. Mais avec la nouvelle guerre en Europe, beaucoup de choses pourraient changer. Car en Autriche aussi, les voix en faveur d'une adhésion à l'OTAN se font de plus en plus entendre et la neutralité est elle aussi en équilibre précaire. Pourquoi l'Autriche s'est-elle toujours déclarée strictement neutre jusqu'à présent? Quelle était sa neutralité réelle et quelle est la probabilité d'une adhésion prochaine à l'OTAN? Nous nous penchons sur toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour comprendre la neutralité autrichienne, il faut remonter à l'époque de la Première Guerre mondiale. À cette époque, l'Autriche, ou plutôt la double monarchie austro-hongroise, comme elle s'appelait encore à l'époque, a connu une défaite drastique. Le grand empire autrichien, qui durait depuis des siècles, s'est effondré et a éclaté en de nombreux petits États individuels. L'Autriche s'est donc réduite à sa taille actuelle et s'est retrouvée relativement sans défense au milieu de l'Europe, entourée de grandes puissances expansionnistes comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Union soviétique. Et en prévision de cette nouvelle réalité, le dernier Premier ministre de la monarchie impériale et royale formulait déjà un plaidoyer pour la neutralité en l'an 1918. Il expliquait à quel point l'Autriche pouvait désormais être facilement attaquée de toutes parts et qu'une paix durable ne pouvait être obtenue que par une stricte neutralité et un équilibre entre les grandes puissances. Mais ce plaidoyer n'a eu que très peu d'écho à l'époque. Car la population ne voulait pas se résigner à cette nouvelle réalité et à la diminution de l'influence internationale et aspirait à faire à nouveau partie d'une grande puissance européenne. C'est pourquoi de nombreux Autrichiens aspiraient à un rattachement à l'Allemagne qui, bien que battue elle aussi dans la guerre, rejoignait rapidement les autres puissances. Hitler a donc eu la partie facile lorsqu'il a envahi l'Autriche en l'an 1938 et qu'il a annoncé l'Anschluss. Mais l'Autriche s'est retrouvée dans une autre guerre mondiale, une fois de plus, dans le camp des perdants. Comme l'Allemagne, elle a été occupée par les 4 puissances victorieuses, la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Et la période d'après-guerre a finalement été fondamentale pour l'Autriche. Le pays cherchait son identité nationale et des moyens de mettre fin à l'occupation et de retrouver sa souveraineté. La thèse de la victime, c'est-à-dire l'idée que l'Autriche était la première victime de l'Allemagne nazie, est devenue un récit central au début de l'après-guerre. Cette perspective a contribué à distancer l'Autriche des péchés du nazisme et elle a alimenté l'espoir d'une fin rapide de l'occupation par les Alliés. Et c'est ainsi que les négociations sur l'avenir de l'Autriche ont commencé très tôt. Mais bien que les négociations semblaient plutôt prometteuses, la situation s'est aggravée avec le conflit Est-Ouest qui se préparait. Pour l'Autriche, il était en effet clair qu'elle voulait être un État clairement occidental. Il ne voulait rien avoir à faire avec la neutralité et le non-alignement, et il voulait faire partie d'un bloc militaire puissant. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France soutenaient cette idée, mais l'Union soviétique s'y opposait naturellement. Staline ne voulait pas céder l'État avec sa position centrale en Europe. Les négociations ont donc stagné pendant des années et l'Autriche semblait être divisée comme l'Allemagne. Ce n'est qu'avec la mort de Staline que les négociations ont pris un nouvel élan. Les nouveaux dirigeants soviétiques se sont montrés plus modérés et ont accepté une proposition de compromis. Afin de redevenir souveraine et d'inciter les Alliés à se retirer, l'Autriche a proposé de ne pas faire partie du bloc occidental, mais d'agir comme un tampon neutre entre les deux blocs. Cela a finalement convaincu les deux parties et en l'an 1955, le mémorandum de Moscou a été signé, permettant à l'Autriche de retenir à nouveau sa pleine souveraineté. 10 ans après la fin de la guerre, l'Autriche était donc à nouveau indépendante, contrairement à l'Allemagne qui devait rester divisée jusqu'en 1989. Et les décisions du mémorandum de Moscou ont finalement été formulées un mois plus tard dans un traité d'État qui constitue la base juridique de la neutralité jusqu'à aujourd'hui. Mais à quoi ressemblait-il en détail? Il engage tout d'abord l'Autriche à une neutralité perpétuelle sur le modèle de la Suisse. Ensuite, il confirme les frontières de l'Autriche telles qu'elles existaient avant l'annexion par le Reich allemand en l'an 1938. Mais en réaction, il mentionnait explicitement que l'Autriche s'engageait à ne plus jamais former d'union politique ou économique avec l'Allemagne. L'Autriche ne pouvait pas non plus autoriser de bases militaires étrangères sur son territoire et ne pouvait pas posséder d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques. Et comme autre concession, elle s'engageait à payer des réparations, principalement sous forme de livraison de marchandises.
En revanche, les Alliés ont accepté de quitter le pays immédiatement et de remettre la souveraineté entre les mains du gouvernement autrichien. C'est ainsi que la neutralité perpétuelle est devenue l'élément central de la politique étrangère et de sécurité autrichienne. Cette neutralité devait préserver l'Autriche de futurs conflits internationaux et renforcer sa position d'acteur impartial sur la scène mondiale. La neutralité est devenue particulièrement pertinente dans le contexte de la guerre froide. En effet, alors que l'Europe était divisée en deux blocs hostiles par le rideau de fer, l'Autriche se trouvait dans une position unique de pont neutre entre l'Est et l'Ouest. Cette position a permis à l'Autriche de maintenir des relations diplomatiques avec les deux côtés du rideau de fer et de servir de lieu important pour les discussions et les négociations internationales. Par la suite, de nombreux sommets ont eu lieu en Autriche et Vienne est devenu le siège de nombreuses organisations internationales. Par exemple, le siège de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, se trouve à Vienne, mais aussi, par exemple, l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, et même la Banque mondiale y est représentée par plusieurs bureaux. Mais la neutralité a aussi donné aux Autrichiens une forte composante émotionnelle et identitaire. Après les expériences traumatisantes des deux guerres mondiales et de l'occupation, la neutralité incarnait pour beaucoup d'Autrichiens un nouveau départ, une chance de prendre ses distances avec le passé et de construire un avenir pacifique et indépendant. Mais la neutralité a toujours été fragile. En effet, lorsque l'Union soviétique a réprimé les soulèvements populaires en Hongrie et en République tchèque, l'Autriche s'est clairement solidarisée avec les opprimés contre l'Union soviétique et a par la suite accueilli de nombreux réfugiés. Les soldats autrichiens avaient également l'ordre de tirer si les soldats soviétiques traversaient illégalement la frontière, mais heureusement, ils n'ont pas eu à le faire. Non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, l'Autriche s'est ensuite distancée de plus en plus de l'Union soviétique et a fait partie de la communauté des nations occidentales. C'est ainsi qu'en l'an 1995, elle a fini par faire partie de l'Union européenne. L'Union soviétique était devenue une histoire et une Russie faible en était issue, qui devait retrouver sa place sur la scène mondiale. C'est ainsi que l'Autriche s'est rapprochée de l'Ouest à cette époque. Le pays a finalement rejoint le partenariat pour la paix de l'OTAN et a participé à plusieurs reprises à des missions de l'OTAN, si bien que beaucoup se demandent aujourd'hui si l'Autriche est encore neutre. Ce qui est sûr, c'est que l'Autriche est représentée dans presque toutes les institutions occidentales et qu'elle est presque exclusivement alignée sur l'OTAN. Pourtant, elle ne fait aucun effort pour rejoindre l'Alliance. Le chancelier autrichien a déclaré à ce sujet « L'Autriche était neutre, l'Autriche est neutre et l'Autriche restera neutre ». Et même si l'année dernière, une lettre ouverte de 50 Autrichiens célèbres adressée au président fédéral a fait les gros titres des médias, l'opinion de la population est relativement claire. En effet, dans de récents sondages, 75% des personnes interrogées se sont prononcées en faveur du maintien du statut de neutralité. Car en réalité, l'Autriche n'a pas non plus de véritable raison d'adhérer à l'OTAN. Elle est entourée de tous côtés par des membres de l'OTAN, ainsi que par son proche allié, la Suisse. Elle n'a donc pas à craindre d'invasion, contrairement à la Finlande, qui a récemment adhéré et qui a une frontière de plus de 1000 km avec la Russie. Et comme l'ensemble de l'OTAN fermerait l'espace aérien en cas de guerre, l'Autriche serait également protégée. En outre, l'Autriche profite également de son statut de neutralité. Elle est très appréciée au niveau international en tant que médiateur neutre et ce n'est pas pour rien que les bureaux de certaines des institutions les plus importantes se trouvent à Vienne. Une adhésion rapide de l'Autriche à l'OTAN est donc très improbable. Le pays continuera à entretenir des relations étroites avec les pays de l'OTAN afin de profiter de leur capacité de défense, mais sans en être directement membre.